Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous avons un énorme colis, mais avant je dois vous dire quelque chose. C'est que si vous avez remarqué peut-être que en ce moment la sortie des vidéos est un petit peu erratique, on va dire, ça sort pas vraiment au jour habituel, ça sort pas forcément dans l'ordre, et ben c'est normal, c'est tout bêtement parce que j'ai dit au planning d'aller se faire voir un petit moment, le temps que je puisse faire quelques trucs un petit peu, que des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps mais je trouve jamais le temps de le faire, notamment par exemple ça faisait très longtemps que j'avais pas soudé des trucs à la con sur des consoles ou des choses de genre, et donc j'ai enfin réussi à trouver le temps, et franchement je manquais d'entraînement depuis le temps parce que ça faisait un moment que j'avais pas utilisé un fer à souder pour faire des microscopiques soudures sur des composants sur lesquels on n'est pas censé souder, ce genre de conneries. J'ai soudé un port IDE sur une PlayStation 2 Slim première génération, celle où ils avaient encore laissé ce qu'il fallait pour brancher un port IDE dessus, c'est-à-dire pour mettre un disque dur, ce genre de trucs, enfin plein de trucs que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps juste par curiosité pour voir ce que ça donnait, et que j'ai jamais eu le temps de faire. Alors je pense pas faire de vidéo là-dessus, c'est petits plaisirs personnels on va dire, mais bon j'en parlerai très certainement comme ça, comme je suis en train de le faire justement dans cette vidéo, juste pour rigoler. Et aussi il y a un autre truc aussi qui avait très 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 longtemps, et là par contre ça correspond à des vidéos que je voulais faire depuis très longtemps et que j'ai jamais réussi à trouver le temps de faire ça, c'est justement démonter plein de consoles, notamment la PlayStation 3, et enfin pas forcément des consoles, mais en tout cas démonter des trucs comme ça qui m'intéressent, de voir comment ça fonctionne, débrancher des trucs, dessouder des trucs, voir si ça fonctionne encore, etc. Ce genre de bidouillage que j'aime bien faire juste pour essayer de comprendre comment fonctionne la machine en interne. Et ça encore une fois c'est un truc que j'ai juste plus du tout le temps de faire de faire depuis un bon moment. Ça fait au moins 6 mois si ce n'est plus que je me force entre guillemets à faire, à suivre un planning extrêmement strict, que je me rends compte petit à petit que vraiment c'est du travail à la chaîne quoi, c'est affreux quoi, surtout avec ces téléphones, toujours le même téléphone de merde, et en plus se faire engueuler dans les commentaires en disant « t'es un vendu » et tout ça, si un d'entre eux se trouve avoir eu la chance de bien fonctionner entre mes mains, ce qui est pas très... c'est pas très souvent que ça arrive ce genre de truc, mais ça arrive, et bien bref... Oui, d'ailleurs, je sais pas trop si je vais encore en faire très souvent de ce genre de téléphone, mais je vais continuer à en faire, pour information, parce que j'en ai quelques-uns, notamment le Zopo Speed, le Zopo Speed 7 Plus, qui marche plutôt bien et que j'utilise déjà depuis quelques temps, donc ça fait au moins 2 mois que je l'utilise et j'ai pas de problème, donc il aura très certainement droit à sa vidéo, celui-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, venons-en au colis. Donc, ouvrons ce qu'il y a dedans. C'est un colis que j'ai reçu déjà il y a un petit moment, là, quand je dis un petit moment, ça veut dire plusieurs mois. Voyons à quoi ça ressemble. Ah, ça faisait longtemps, je crois que j'ai trouvé une lettre dedans. Regardons ce qu'elle contient. Alors, nous avons, ça a été envoyé par quelqu'un, visiblement son pseudo c'est Nirvana, a priori. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a marqué. Et il y a une signature où je peux pas lire ce qui est marqué dessus, vu que c'est pas écrit avec des lettres. Donc, salut, dans ce colis, tu trouveras mon SSD de 256 gigaoctets, donc il fonctionne parfaitement, mais il a un connecteur SATA de cassé. Ah tiens, je pense que tu peux le réparer. Il est enveloppé dans un sachet bulle, sinon je te donne un kit water cooling de chez Corsair, et plein d'autres babioles. J'ai hâte de voir la vidéo, passe une bonne journée, à bientôt. Eh bien merci, on va voir ça tout de suite, et j'aime pas trop quand dans la lettre on me spoil ce qu'il va y avoir dedans, mais en tout cas c'est pile le genre de truc que j'ai envie de faire justement en ce moment. Il y a un port SATA à ressouder à remplacer même peut-être, sur un SSD, c'est parfait ça comme truc. Première chose que je sors, ça fait partie des babioles visiblement, c'est... What? C'est une manette infrarouge. Attention, j'ouvre ça pour voir s'il y a des piles qui ont... Ah ouais, il y a des piles qui ont visiblement fait... Oh, ça va, ça s'est barré rapidement, à moins que c'était juste une poussière. Non, il y a bien un petit peu d'oxydation au bout du ressort. Donc il y a une pile qui a fait son office, comme d'habitude, merci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors c'est quoi? A, B, TB, Turbo B, Turbo A, donc... une croix qui est... Ah, je déteste quand ils font comme ça pour les croix. Donc là, c'est pas le bouton Start et Select, c'est juste de relief à la con. Ok, et là nous avons des boutons ici, ok, d'accord. Oh là là, c'est d'une ergonomie magnifique. Ensuite nous avons quelques petits boutons pour faire je ne sais pas quoi avec. Auto A, auto B, ouais, je sais pas exactement ce que ça doit être, mais je suppose que c'est un rapport avec turbo, je sais pas quoi. Pro, 1 joueur, 2 joueurs. Et comment ça marche? Je n'ai rien compris. Alors à moins qu'il y ait un hologramme qui sorte de ce truc là, je pense pas que ce soit une console en entier.
Donc il doit falloir un capteur de l'autre côté pour faire fonctionner ça. Absolument aucune idée de ce que c'est. Ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Un strap. Bon, ok, bon, je sais pas à quoi ça correspond. Regardons ce qu'il y a d'autre dans la machine. Une boîte de processeur Intel. Alors, Core i7, gna gna gna, il n'y a pas marqué lequel c'est. Si, c'est un 2600K qu'il y avait là-dedans. Tiens, bah le voilà le SSD. Tiens, bah j'ai le même en version 64 Go. Donc je suppose qu'il ne reste que le ventirad, hein, bien entendu, là-dedans. Elle est hop, 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 hop. Pour information, je suis l'utilisateur d'un 3570K. Et bon, bah ça revient à peu près au même, hein, au final, au niveau des performances. Tac, tac, tac. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Oui, c'est juste le ventirad, avec la pâte thermique qui n'a pas servi au cul, donc ce ventirad a visiblement juste jamais servi. Comme je le dis souvent, ce genre de truc, le ventirad qui est donné avec les i7 peut être utilisé avec, vous savez, avec le bas de gamme d'Intel et ça fera pas trop de bruit. Mais si vous utilisez ce truc-là directement avec le haut de gamme, oh là là, bon Dieu, vous allez avoir une vraie tornade dans votre ordinateur. Enfin, je dis ça, mais certaines personnes ont visiblement plus de chance que d'autres et se trouvent à voir, me dire, oh, c'est très silencieux, il n'y a pas de problème avec ce ventirad-là, mais bon, personnellement, j'ai pas eu cette expérience, hein, donc je peux pas vous en parler. Donc, comme vous avez très certainement pu le voir, il reste plus que les broches du Serialata ici. Comme vous pouvez le constater, attendez, je vais les tordre. Yop, vous voyez, il reste plus que les broches, et il y a le plastique qui s'est pété, visiblement, qui est venu avec. Donc le plus simple serait de couper les broches pour éviter qu'elles se court-circuitent les unes avec les autres, d'ouvrir le boîtier. Attends, c'est quoi comme... c'est un... Oui, c'est bien ça, c'est un... Ah, moi je crois que c'est un 300 que j'ai. Donc c'est pas la même génération. Donc en fait, bon bref, revenons à ce que je disais. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste couper les broches ici, et ensuite ouvrir le truc. Oui, on peut ouvrir un SSD sans problème, hein. C'est pas comme un disque dur à plateau où vous l'ouvrez, vous pétez tout, hein. Là, et même un disque dur à plateau, si vous enlevez juste la petite carte contrôleur qui est en dessous, il n'y a pas de souci, hein. Et ensuite vous soudez un par un les broches du Serialata avec un petit câble Serialata. Vous trouvez un câble Serialata quelque part, vous le coupez, vous soudez les broches dessus, et hop, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Bon, un moyen de le faire élégant, ce serait de souder réellement l'intégralité du port, mais c'est beaucoup plus dangereux, hein, de faire ça, parce que vous allez... avec le nombre de soudures que ça demande, vous avez tout ça à dessouder, tout ça à dessouder, tout ça à dessouder. Enlevez tout l'ensemble du plastique qu'il y a là, vous allez finir par péter un truc, hein, vous allez faire ça très 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 mal. C'est beaucoup mieux de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire souder directement un câble sur les broches. À la limite, hein, si vous vous sentez l'âme d'un... bricoleur vraiment très amateuriste, vous pouvez souder directement le câble Serialata directement sur les broches qui dépassent ici, mais il faut vraiment faire attention à pas que ce soit à pas que ça se torde, quoi, faire en sorte que ce soit vraiment solide, donc raccourcir les broches à la limite pour faire en sorte qu'elles aient pas assez de mouvement pour se tordre les unes les autres ou ce genre de truc. Enfin bref, on peut toujours trouver une solution, donc ouais, en les pliant comme ça, et en coupant le rebord qui dépasse et en soudant directement le câble dessus, ça peut totalement se faire sans même avoir à ouvrir le truc. Donc bon bah voilà, bidouillage pour vous si ça vous intéresse. Donc si vous avez envie de voir ça en vidéo, dites-le, hein, de toute façon, hein, tout ce qui est proposition de vidéo, hein, je les lis, je ne le fais pas forcément exactement parce que je reçois tellement de propositions, il me faudrait au moins 10 vies pour réussir à faire tout ce que l'on me propose. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse de me voir faire ça, même si c'est vraiment très basique, eh bien, je peux le faire en vidéo. Ensuite, nous avons ceci. Alors, je sais pas si c'est que la boîte. Non, il est vraiment dedans, il se balade. C'est un linker AceCard i, donc pour la DSi, enfin compatible avec la DSi, mais fonctionne aussi avec la DS standard, hein. Si vous savez pas ce que c'est qu'un linker, en réalité, c'est un truc où vous mettez une carte SD pleine de ROM pour bon, vous connaissez très certainement, hein, mais pour la Nintendo DS, donc, mais on peut aussi faire fonctionner des homebrew, c'est-à-dire des jeux qui ont été faits par la communauté, ou des logiciels qui ont été faits par la communauté, des émulateurs, des trucs comme ça, et ça fonctionne. Alors moi, j'en ai un, je sais pas où je l'ai foutu, il doit être dans le secteur, il doit pas vraiment être loin du tout, c'est un DS1i que j'ai. Mais pour information, j'utilise pas ça du tout pour le piratage, parce que bon, personnellement, j'achète mes jeux, hein. Bah, les seuls jeux que je m'autorise à enfin on va dire entre guillemets pirater, c'est ceux qui sont pas venus chez nous, ceux qui ne viendront jamais, vous savez, des trucs à importer et tout. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des poids, il y a un pilote, ok d'accord, avec un petit truc, ouais, ok d'accord. What? Des poids, mais avec un connecteur dessus.
Alors, ils ont besoin de quoi? Pourquoi il y a un connecteur sur des poids? Bon, bref. Un poids de 10 grammes, un poids de 20 grammes. On va voir s'il y a vraiment une différence de poids. Ouais, en effet, on la sent. Et à quoi servent les broches? Franchement, je vois pas le... Je vois pas, non, là, pourquoi les poids? Donc ça doit venir avec très certainement une souris, je vois pas du tout avec quoi ça peut venir. D'autres, donc attendez, il y a 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, alors il manque ou 25 ou 5 grammes. Je n'en ai absolument aucune idée. Oh, regardez ça, j'ai trouvé une deuxième manette et je crois avoir trouvé ce qui va avec. Et je sais pas pourquoi c'est venu avec cette... oh là. Alors ça c'est ou une caméra ou... oui ça doit être une caméra, je vois même une carte SD dedans. Youp. Une carte SD de 2 gigaoctets de chez SanDisk. Eh bien, oh mon dieu, le plastique a complètement pourri quoi. Oh c'est dégueulasse. Et si vous vous demandez ce que c'est la même chose que la mini caméra mini DV machin chouette que je vous ai montré il y a ultra longtemps. C'est exactement la même chose, mais à l'intérieur d'un porte-clés. J'avais vu ça sur eBay. Il y en a plusieurs de ces trucs-là. Il y en a à l'intérieur d'un briquet, il y en a à l'intérieur de tout en fait. Et donc, voici la base pour... ok, et là, ça c'est une prise que je comprends pas. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette prise? Alors, où c'est la prise bizarre qu'il y a au dos de la de la Mega Drive 1? Il y a une prise bizarre qui ressemble à ça. Ou c'est un port joystick pour PC. Ouh, mais comme il n'y a pas les deux trucs pour visser, j'en ai absolument aucune idée. Je vais aller chercher une carte son pour voir. Voilà, une carte son pour voir. Donc, ça a l'air d'être ça. Ouh là là. Donc visiblement, ce sont 2 manettes sans fil infrarouge pour PC d'il y a ultra longtemps, à la fameuse époque où on branchait son joystick sur la carte son, parce que, je sais pas. Et donc voilà, d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait une prise exprès pour les joysticks. D'ailleurs ce qui est amusant c'est qu'on puisse jouer à 2 avec ce truc là, j'avais jamais vu ça parce que le jeu PC ça a toujours été très solitaire au niveau du joystick parce que on va pas acheter 2 cartes son pour brancher 2 joysticks. Et justement c'est ça que je voulais dire, j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas utilisé les ports série pour les manettes sur PC, étant donné que des ports série il y en avait souvent 2, donc ça aurait pu être totalement faisable de jouer à plusieurs comme ça. Enfin bon, bref, donc manette en port MIDI, quoi, en port gamepad, en infrarouge, ça devait très très bien fonctionner ça. Ensuite, nous avons un tout petit radiateur, mais en cuivre. Bon, ça me fait penser à une époque, putain, il est très 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 lourd, hein. Très 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 lourd. Il est plus lourd que le truc de chez Intel, qui lui est fait en quasi intégralité d'aluminium et un petit fond en cuivre. Alors que ce truc là est minuscule. Bien entendu le truc d'Intel doit mieux refroidir étant donné que bon voilà ça c'est très basique, c'est juste des... Voilà bon c'est... Ouais, à l'époque ils mettaient du cuivre partout en se disant que ça allait vraiment améliorer le refroidissement, mais en réalité c'est totalement faux. Le cuivre il est vraiment utile seulement pour les caloducs etc. Le reste peut être en aluminium parce que c'est pas assez chaud pour que ça change quoi que ce soit. Et a priori le fait que ce soit en cuivre change le rapport qu'il y a au niveau de la dissipation thermique entre une surface en métal et une autre, mais pas entre l'air et le métal lui-même, ou en tout cas pas de manière suffisante pour que ce soit important de faire en sorte que les ailettes soient elles-mêmes en cuivre. Ça coûte trop cher à faire et ça sert absolument à rien. Ensuite, nous avons ce qui ressemble à une microscopique Nintendo DS Lite couleur bordeaux, mais je pense que c'est pas ça du tout. En fait, c'est ah tiens, oui, c'est un lecteur multicarte, encore une fois, mais comme je voyais que le côté donc CF card, c'est-à-dire compact flash, eh bien je n'avais pas remarqué que c'était multicarte, mais oui, c'est un truc multicarte. Bah s'il fonctionne bien, je vais l'utiliser parce que celui que j'utilise est d'une médiocrité monstrueuse et en plus de ça, il fait que les micro SD alors que dans ma caméra, en fait c'est une micro SD à l'intérieur d'un adaptateur et ressortir à chaque fois le truc de l'adaptateur et tout ça, c'est d'un chiant. J'ai l'impression que c'est même pas ouvert. non, c'est même pas ouvert. Donc génial. Un briquet. Oui, un briquet. Un briquet qui s'allume pas. Avec un bouton dessus, c'est peut-être ça le briquet caméra justement. Alors, comment c'est foutu? Ah oui, visiblement là il y a une lentille et tout ça. Où est-ce qu'on est censé mettre la carte SD là-dedans ou brancher le... Ah voilà, donc il y a une mémoire interne ou une carte SD qu'on met par-dessus. Oui, une carte SD qu'on met juste par-dessus comme ça le port ici.
Et ensuite, nous avons un petit bouton qui est commandé par ce truc-là, qui est dans le trou, comme ça. Et hop, j'essaye de le remettre, si j'y arrive. Non, c'est de l'autre côté, c'est le trou qui est de l'autre côté, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire déjà à propos de ça? Oui, voilà, et donc vous avez, ça fait clé USB en fait quand j'y pense, parce que vous mettez une carte, bon si le lecteur de carte micro SD est pas trop lent dedans, ça vous fait une clé USB. D'ailleurs, vous pouvez enlever complètement la partie, la partie qui fait que ça ressemble à un... Attendez que je me gourre pas encore une fois, à un briquet, et ça vous fait juste une clé USB qui ressemble plus ou moins à une clé USB en fait. Sauf qu'elle a une caméra au bout. Et ensuite nous avons cette chose là, alors ça c'est génial, je voulais en faire une vidéo un de ces jours, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs, je l'ai jamais montée, et ça date vraiment d'il y a très longtemps, j'ai le même en bleu en fait, bon encore une fois je me demande où je l'ai foutu, mais il doit être au bout d'un casque quelque part, donc non il est pas à proximité, donc bref, le même en bleu, donc en bleu transparent comme ça, exactement pareil. C'est une carte son USB, alors c'est pas forcément d'une fidélité incroyable et tout, mais ça dépanne franchement pas mal. Vous pouvez brancher un micro et un casque dessus, hop c'est reconnu, c'est des pilotes totalement standard, quoi, c'est totalement 100%, comment dire, oui, standard, il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc vous avez même pas besoin d'installer de pilote en fait pour que ça fonctionne très bien sur tous les systèmes d'exploitation. Vous avez juste besoin de sélectionner la nouvelle sortie audio et pour que ça sorte par ça, plutôt que ça sorte par la carte son intégrée. Et si vous avez une carte son intégrée qui ne marche plus, ou une prise jack restée coincée dans un bout de prise jack resté coincé à l'intérieur du port jack de la carte mère ou des trucs de genre, eh bien vous avez juste à utiliser ça et ça fonctionnera parfaitement bien. Et bien entendu, il en existe de qualités diverses. Alors ça m'étonne, c'est bizarre d'avoir ça, parce que ça c'est la convention des couleurs du YUV, sauf que du YUV sans le son, c'est assez étonnant, mais bon, ça peut se trouver, ça peut se trouver, notamment sur des lecteurs DVD, vous utilisez l'YUV pour l'image, et le SPDIF, c'est-à-dire l'audio optique, pour le son, donc vous aurez peut-être pas forcément besoin des deux RCA pour le son en RCA, tout bêtement. Et donc voilà, ça c'est sympathique. Et puis bon, bien entendu, si vous trouvez rien de spécial sous la main et que vous avez que ce truc là, vous pouvez vous servir que de 2 prises sur les 3 et vous en servir pour le son, ça fonctionnera parfaitement bien, c'est le même type de conducteur, c'est la même chose. Et ensuite nous avons un Intel Pentium, un Pentium 1, et pas un MMX, un Pentium 1 classique, celui qui est comment dire, vous voyez le truc qu'ils ont changé avec le Pentium 1 quand il était donc le Pentium 1 classique au Pentium 1, le Pentium MMX, qui est la même chose que le Pentium 1 en fait, le Pentium MMX, sauf qu'ils ont ajouté les extensions MMX. Si vous savez même pas ce que ça veut dire, MMX en fait, c'est un truc qui est rentré dans le langage courant, mais on se rappelle plus trop ce que ça veut dire, en fait c'est multimédia extension. Et donc c'était fait pour faire en sorte que ce soit plus facile pour le processeur de décoder du son et de décoder de la vidéo. Le MMX, le Pentium MMX, c'est le premier à pouvoir réussir à décoder de manière à peu près convenable d'ailleurs, et plus que convenable, j'ai même envie de dire, des vidéos ou des trucs comme ça dans des qualités convenables. Mais vraiment, je veux dire, il me semble que j'avais réussi avec un 233 MMX à décoder un DivX, et ça fonctionnait, Bon, c'était sous BIOS, c'était pas sous Linux ni sous Windows, donc c'était très certainement mieux optimisé, mais ça fonctionnait nickel. Et donc, la différence, donc, ce que je voulais dire au niveau de l'apparence, c'est que, vous voyez, là on voit la partie importante du die à cet endroit-là, qui se trouve caché à cet endroit-là, et donc, hop, au lieu de l'avoir mis en dessous, pouf, ils l'ont mis au-dessus. Et donc, voilà, on voit le haut des pins, etc. Vous avez très certainement vu ça dans une autre de mes vidéos. D'ailleurs, je vais en sortir un juste pour vous montrer. Bon, j'ai pas été chercher le Pentium MMX, étant donné que j'avais un truc qui est exactement identique. Enfin, presque exactement identique, parce que il n'y a pas le même nombre de broches et tout ça, comme vous le voyez, parce que ça, c'est du socket... comment ils l'ont appelé déjà 300... Oh mince, celui du Pentium 3 et compagnie, je me rappelle plus le nombre de broches qu'il a exactement, et de l'autre côté vous avez le socket 5 a priori je dirais pour celui-là, ou enfin bon il y en a eu plusieurs pour ce truc-là, je pense pas que ce soit le socket 7, donc qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça, oui voilà, donc la différence, c'est ça, vous voyez, ça dépasse sur le Pentium MMX, c'est fait quasiment de la même façon, et de l'autre côté, c'est juste plat à cet endroit-là, et ça dépasse en dessous en réalité. Donc vous voyez, c'est la différence en fin de compte qu'ils ont fait. Alors ils ont fait ça pour que la dissipation thermique se fasse mieux en réalité.
Parce qu'en fait, hein, pour vous expliquer ça, ça c'est l'endroit le plus chaud de la machine. Et pour être refroidi, ça doit traverser ensuite tout le truc et ensuite c'est refroidi par au-dessus. Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est chaud bien entendu, mais hop, la partie la plus chaude est directement en contact avec le ventirad. Donc c'est beaucoup mieux foutu. Tout en mettant pas le die à nu, quoi, comme on fait sur les nouveaux processeurs. Vous voyez, si je vous prends par exemple celui-là, voilà, ça c'est comme ça que c'est fait sur les ordinateurs portables aujourd'hui, ou c'est comme ça que c'est fait en dessous de l'IHS d'un processeur de bureau actuel. L'IHS, c'est l'espèce de truc qu'on met par-dessus pour éviter de casser le die ou ce genre de truc. Exactement de la même façon qu'on faisait ça ou ça pour rendre le processeur un petit peu mieux refroidi, mais aussi pour faire en sorte que ce soit moins fragile. Alors ensuite, nous avons cette chose-là, alors je sais pas ce que c'est une prise qui ensuite est convertie en HDMI, alors aucune idée de ce qu'est cette prise, parce que c'est fait par Sony, donc connaissant Sony, grande chance que ce soit propriétaire, hein, absolument aucune idée de ce que c'est, il y a marqué type 2. Type 2, c'est très... Ensuite, nous avons cette toute petite chose toute mignonne fait par Corsair, et bon, ça, si j'ai bien compris, c'est fait pour refroidir la RAM, vu que c'est Dominator qui a marqué dessus. Ça n'a absolument aucun intérêt, hein, pour information, absolument aucun intérêt de refroidir de la RAM, je veux dire, c'est déjà froid, quoi, à moins de vouloir atteindre des fréquences tellement élevées que de toute façon ce sera pas stable une seule seconde quoi qu'il arrive, c'est inutile, c'est vraiment inutile. Ensuite, nous avons un Memory Stick Pro Duo de chez SanDisk. Tiens, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on voit à quel point c'est de l'arnaque dedans, parce que vous voyez que c'est très gros ce truc par rapport à une carte micro SD ou je sais pas quoi, et comme vous le voyez à l'intérieur, bah ça prend une place qui est relativement petite, ça pourrait loger dans une carte SD standard ou dans une mini SD ou dans une micro SD s'ils avaient miniaturisé un petit peu plus le truc. C'est les cartes mémoire Sony à la con, et un adaptateur pour une micro SD pour la mettre en SD classique. Ensuite nous avons quelques câbles RCA audio-vidéo, un gros ventilateur de chez Enermax. Alors bon, ils sont de qualité variable, hein, les ventilateurs de chez Enermax. Si vous voulez des ventilateurs qui soient à coup sûr absolument excellents, il vous faut prendre du Arctic ou... qu'est-ce que c'est l'autre marque ? Mince, il y a une marque... Bon, prenez du Arctic, ils font des très très bons ventilateurs. Oui, et puis bien entendu, il y a aussi la marque que tout le monde connaît, mais j'arrive plus à me rappeler du nom, ceux qui ont les ventilateurs de couleur plus ou moins marron, vous savez. Et mince, ils font aussi des ventirad qui sont absolument excellents, et je me rappelle plus du tout du nom. Et le nom, c'est Noctua, voilà, c'est revenu, donc qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là ! Alors c'est pour une carte graphique, ça sûrement, parce que ils ont fait en sorte que ce soit le plus plat possible. Bon Dieu, le nombre de caloducs qu'il y a là-dedans, c'est... Waouh, quoi, ils ont pas été avec le dos de la cuillère, quoi. Et enfin, nous avons un petit water cooling de chez nos amis de chez Corsair. Alors, purée, la pompe est beaucoup plus grande que dans celui que j'ai. Oui, je sais pas trop pour quelle raison d'ailleurs, soit dit en passant. Y a pas les attaches, j'ai l'impression, donc bon bah il va falloir bidouiller à mort pour réussir à l'attacher, ou acheter un kit d'attache, hein, je me semble qu'on peut les acheter séparément. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Oui, c'est peut-être un H50, hein, je ne sais pas trop, mais en tout cas, si c'en est pas un, c'est très similaire, c'est le même radiateur, etc., c'est le même type de kit. Sauf que celui-là a une pompe gigantesque à côté. Bon, c'est ce genre de water cooling, franchement, pour information, je vous les déconseille complètement. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'ils reviennent strictement au même qu'un ventirad classique. Mais vraiment strictement au même, hein. Vous verrez aucune différence de température. Sauf qu'il faudra dépenser plus cher pour le water cooling, par contre. Ça, c'est un petit peu le truc un petit peu con, quoi. Et la seule autre différence aussi que vous avez, c'est que c'est plus fragile au niveau des tubes et tout ça, et vous pouvez avoir une fuite. Et bon, ça a beau être des trucs qui sont faits pour être le moins, faire le moins de dégâts possible quand il y a une fuite. Eh bien, j'ai déjà vu des ordinateurs grillés à cause de ça. Par exemple, des ordinateurs avec des broches au niveau du processeur qui je sais pas, qui ont brûlé ou un truc comme ça. Ça a beau être non conducteur, le fluide qu'ils mettent là-dedans, s'il se met entre deux trucs, ça va faire une connexion foireuse, et vous savez, ça va faire comme ça avait fait sur une de mes pannes sur un PC il y a très longtemps, là. Enfin, il y a maintenant peut-être 2 ans, un truc comme ça. C'est que ça va faire mal contact, et donc ça va faire des petites étincelles microscopiques, ça va brûler le contact à force. Et ce, malgré
que bien ce soit non conducteur, etc., et que ça fasse pas de court-circuit. C'est juste que le contact sera tellement mal fait, il va brûler, quoi. Parce que le courant va essayer de passer tant qu'il peut comme il peut, et ça va pas du tout plaire au cuivre en dessous, et ça va le brûler, quoi. Et bon, vous savez, en plus, ces petites pattes, c'est très très fragile, là, dans les sockets actuels de chez Intel. Donc, chez AMD, ça doit être mieux isolé, mais chez Intel, en tout cas, c'est la façon qu'ils font ça, c'est pas du tout... C'est très pratique, hein, la façon qu'ils font chez Intel actuellement. Ça, je dois vous le dire, il n'y a pas que des inconvénients dans la façon que fait Intel actuellement, c'est-à-dire cette espèce de système à base d'appui, etc. Parce que ça fait en sorte que le processeur, vous pouvez pas plier les pins, parce qu'il n'y a pas de pins sur les processeurs d'Intel actuellement, et ça, c'est une bonne chose. Mais l'inconvénient qu'il y a à côté, c'est que il y a des broches sur la carte mère et elles sont très fragiles, et il y a, comme je le disais, beaucoup plus de dégâts qui puissent se faire, etc. Pas malencontreusement si on met le processeur à l'envers ou ce genre de truc, alors qu'avec des broches, oui, vous pouvez bousiller le processeur, mais a priori c'est plus difficile de le mettre à l'envers, c'est deux écoles complètement différentes, et moi personnellement j'ai pas vu vraiment objectivement, à part quand on achète un processeur d'occasion, on va dire, eh bien, j'ai pas vu objectivement une grande révolution à utiliser ce nouveau type de connecteur. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Sinon, je ne me rappelle plus, ça va peut-être revenir. Oui, dans le cadre d'un water cooling, ça va se glisser direct en dessous, alors que avec un socket classique, on va dire, il y a des chances que ça passe carrément en dessous des broches et pas à l'endroit où se fait la connexion. Mais bon, bref, dans les deux cas, personnellement, je vous déconseille complètement ces trucs, c'est juste purement marketing. Achetez un bon truc non water cooling de chez Noctua, justement, ou de chez Zalman, ou chez Cooler Master. Même pas besoin de dépenser quelque chose d'énorme, parce que pour information, le H50, et c'est celui que j'utilise dans mon PC, donc je suis extrêmement au courant de ça. Eh bien, il refroidit pas mieux du tout que le Hyper 212 Evo ou que le Zalman CNPS 10X que j'utilisais sur le même processeur juste avant. Même température au degré près. Et il y a aussi un autre problème, c'est que le Zalman, il avait tendance à refroidir un petit peu les VRM parce que le flux d'air était dans la bonne direction. Ce truc-là, eh bien, il se met direct au-dessus des VRM, donc les VRM, les petits radiateurs qu'il y a au-dessus, juste entre le processeur et l'arrière du boîtier, en fait, ne sont juste pas du tout refroidis une seule seconde dès que vous mettez un truc comme ça, parce que ça se met au-dessus, quoi. Il se trouve ici, les VRM, en dessous, à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de flux d'air. Alors que si vous avez un système classique, vous avez les VRM qui se trouvent vers là, en fait, le ventilateur qui se trouve là, ensuite vous avez le ventirad ici, et le ventilateur du ventirad un petit peu par là, et puis peut-être un deuxième à peu près vers là. Et là, vous avez un flux d'air qui se fait au niveau des VRM. Donc ça aide un petit peu. Bon, c'est pas grand chose non plus, hein, c'est pas... mais par contre, comme je le disais, j'ai pas gagné un seul degré sur le processeur, mais j'ai gagné 5 degrés sur les VRM. 5 degrés sur les VRM qui, bon bref, en gros, ça n'a absolument aucun sens, surtout que la plupart des overclocks de nos jours sont limités non pas par la température du processeur, mais la température des VRM. Donc très franchement, c'est inutile, c'est complètement marketing et bidon, les water cooling de ce type-là. Ou alors, faut vraiment en trouver un qui soit gigantesque, et quand je dis qu'il soit gigantesque, je veux dire qu'il soit au-dessus de 100 €. Et pour moins de 100 €, mais beaucoup moins, genre pour 70 €, des trucs comme ça, vous avez d'excellents non water cooling que vous pouvez trouver sur le marché. Donc bref, voilà, donc ce truc là va se retrouver très certainement dans une de mes configurations un de ces jours, mais encore une fois, si je l'utilise, c'est juste parce que c'est de la récup, et puis bon bah voilà, je l'ai sous la main, quoi. Mais si je devais acheter un truc neuf, j'achèterais jamais de water cooling. Pour information, c'est le 3e water cooling que je reçois le 3e ou le 4e que je reçois dans un colis. Bon, la plupart de ceux que j'ai reçus, je les ai reçus en dehors des vidéos, pour information, parce que je les ai reçus avant que je fasse des vidéos sur les colis. Mais voilà, et à chaque fois c'était le même truc. J'ai eu un Corsair H80, un H50, celui-là, et un truc d'une marque que je me rappelle plus ce que c'est, une marque un peu moins connue. Et aucun d'entre eux fonctionnait mieux à prix égal, et même souvent fonctionnait aussi bien un air cooling, en gros, moins cher. Donc ouais, voilà, bon, encore une fois, c'est pas tellement ce que je vous recommande.
Il y a absolument aucune conclusion positive en fait là-dessus. Désolé et désolé à ceux qui croient en cette technologie, mais pour information, ça n'a aucun intérêt ces tubes-là et tout ça. Enfin bon, bref. C'est juste pour rendre votre PC un peu plus cool de visu, mais un petit peu plus bidon en termes de, on va dire, de rapport prix-utilité, quoi. Bon, bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!